Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Jean-Christophe. Jean-Christophe, peux-tu te présenter ? Alors oui, bien sûr, mais avant toute chose, bonjour Laurent et merci de m'accueillir. Alors Jean-Christophe, écoute, comme je le dis toujours, je suis un pur produit formation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors d'abord, moi j'ai fait mes études dans ce domaine, il faut savoir que ça existe. J'avais fait à l'époque un DESS responsable formation, conjugué à un DEA sur la didactique professionnelle. Super. Et puis après, j'ai fait toute ma carrière dans la formation. Je dis toujours dans la formation, tu sais, tu as trois grands acteurs. L'entreprise au sens générique qui forme ses collaborateurs. En face, tu as les prestataires de formation. Et puis au milieu de tout ça, spécificité française, l'environnement institutionnel, notamment à travers les financeurs. Et j'ai eu la chance de travailler en service sur une entreprise, en organisme de formation et aussi pour des financeurs, avec comme point commun, c'est que tout au long de ma carrière, quand j'étais salarié, j'étais formateur interne. Et donc, j'ai vécu toutes les péripéties du formateur qui n'est pas préparé à ce métier. Et puis, voilà, j'ai préparé mes formations, j'ai animé, j'ai appris à concevoir. Je me suis lancé à l'époque dans le numérique, tu vois. Alors, pour les plus anciens, je faisais des ressources sur CD-ROM. Mm. Et puis voilà, il y a 14 ans de ça, j'ai décidé de me lancer, de voler de mes propres ailes. Ah, super. Et alors, dis-moi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Écoute, je vais rebondir sur l'actualité parce que a été publié ce qu'on appelle le jaune budgétaire, voilà, qui présente un certain nombre d'informations sur ce qui a eu lieu et sur les perspectives, notamment financières de la formation. Eh Et oui. chaque année, c'est un vaste sujet. Beaucoup de prestataires se demandent à quelle sauce ils vont être mangés, est-ce que leur marché va disparaître. Et je me suis dit, tiens, c'était l'occasion de faire un point. Je me suis dit, waouh, depuis que je me suis lancé, toutes ces évolutions, finalement, les marchés de la formation ont évolué, le métier de formateur, je pourrais dire les métiers ont évolué. Et puis finalement, toujours les mêmes questions, malgré tout, qu'on se pose sur comment se positionner sur ce marché. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu, toi, cette tranche d'histoire, on va dire, les évolutions, et puis les perspectives pour demain. Eh oui, c'est important. Et tu nous fais un petit flashback pour nous remémorer un peu tout ce qui s'est passé ? Ouais, flashback. Alors, je vais prendre des grands éléments. Je vais revenir jusqu'en 2004. Jusqu'en 2004, si tu veux, il y avait une segmentation des marchés. Alors, je vais caricaturer volontairement, mais tu avais les conseils régionaux qui finançaient la formation des demandeurs d'emploi. Ça faisait partie de leurs compétences. Ouais. Ce qu'on appelait à l'époque les OPCA s'occupaient exclusivement de la formation des salariés. D'ailleurs, ils percevaient les contributions obligatoires et d'autres des entreprises. Tu vois, tu avais une segmentation comme ça un petit peu collecteurs et financeurs. Et à partir de 2004, il y a eu une première rupture. Pourquoi? Parce que le vrai sujet de fond, c'est qu'on commençait à découvrir que, mince, il y a de plus en plus de gens à former, il y a de plus en plus de gens qui veulent se reconvertir. Ah, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, donc il va falloir grappiller un peu partout, Ouais. et puis peut-être apprendre à travailler ensemble. Et là, pour moi, c'est une première rupture parce que moi, je venais d'arriver dans les OPCA et c'est là qu'il y a eu des dispositifs qui ont été créés où finalement, sur les contributions des entreprises, les OPCA commençaient à financer la formation de demandeurs d'emploi. Alors, pour les préparer à l'entrée en entreprise. Mais tu vois, pour moi, c'est une première rupture parce que, j'allais dire, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à partir de là, alors que c'était hyper cloisonné, on a dit on décloisonne. Et puis à partir de là, c'est parti. Voilà, tout Ouais. s'est bouleversé. Voilà. Donc ça serait la première rupture. Allez, après, je vais en amener une deuxième. Je vais sortir des financements. Je vais venir côté prestataire. Parce que pendant longtemps, être prestataire de formation, c'est pas bien ce que je veux dire. C'était simple. Il fallait un numéro de déclaration d'activité. Donc à l'époque, tu faisais une demande en préfecture. C'était un 2 pages à compléter. Et dès lors que tu avais un programme, etc., c'était pas de casier judiciaire. Tu obtenais ton numéro et tes clients pouvaient obtenir des financements. On a eu une deuxième étape qui est l'arrivée de ce qu'on a appelé Datadoc, qui était d'abord la mise en place de critères qualité. On commençait à se questionner sur la qualité. Et les OPCA avaient créé un GIE, donc Datadoc qui arrive. Ah, si vous voulez accéder au financement des OPCA, il va falloir montrer patte blanche, même si ce n'était que du déclaratif. Et puis la troisième et dernière grande évolution, c'est quand même la réforme de 2018. Mmh. Alors à deux niveaux, me semble-t-il. D'abord, premier niveau, l'arrivée de Calliope, donc qui
pose encore un certain nombre de questions aujourd'hui. Et puis, deuxième chose, on n'en parle pas souvent, et ça m'intéresse, c'est l'évolution des critères juridiques d'une action de formation. Voilà. Une action de formation, avant, on avait une approche administrative, c'était un programme avec des feuilles de présence, etc. Réforme de 2018, on nous dit une action de formation, c'est un parcours pédagogique. Waouh, on parle de pédagogie et on dit parcours, c'est-à-dire que la formation, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Parcours pédagogique pour atteindre des objectifs opérationnels, dit autrement, on positionne bien la formation à ce qu'elle n'est qu'un moyen au service d'un résultat, un objectif opérationnel, et derrière, avec de la souplesse en termes de modalités, formation à distance, présentielle et en situation de travail. Donc là, pour moi, il y a presque quelque chose de l'ordre du changement culturel, tu vois, dans la pratique de formation. On va sortir du tout stage présentiel, si je puis dire. C'était un peu l'amorce. Donc avec la crise Covid, c'est un peu accéléré. Et donc voilà, tout ça amène beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Et donc c'est passionnant. Oui, c'est vrai qu'on a été, on a été à la fois bouleversé, mais on a ressenti quand même ce besoin. C'est une vraie évolution en vérité. Ouais. Grosse évolution et je crois que ça va se poursuivre. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui des demandes qui sont différentes. Il n'y a jamais eu autant de gens à former. Le marché de la formation est quelque chose de totalement exponentiel. Ouais. Et il faut au quotidien s'adapter pour amener ce qu'il y a de meilleur aux apprenants, je veux dire. Et oui, ramener, mais tiens, regarde, je vais rebondir sur un mot sur ce que tu viens de dire. Amener ce qu'il y a de meilleur aux apprenants. Avec un vrai sujet, parce qu'il y a des gros points de segmentation aujourd'hui. Donc là, tu es en train de me dire qu'il faut se préoccuper des apprenants. Entre Et autres. entre autres, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, on a encore beaucoup aujourd'hui, c'est une réalité, des formateurs orientés contenu. Alors, parfois, j'allais dire, c'est pas de leur faute, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup, ce que j'appelle, d'animateurs, hein, c'est-à-dire des gens qui ont de l'expertise, de l'expérience dans un domaine et qui ont l'opportunité d'animer, si tu veux, mais ils n'ont pas été formés à la conception, donc ils se rassurent avec leur contenu et puis très souvent encore, c'est magistral. Voilà, c'est encore une réalité à beaucoup d'endroits. Oui. Voilà, j'avais cette discussion hier avec un CFA, tu vois? Ouais, donc il y a formateur et formateur, tu vois? Il y a plein de métiers dans la formation et il y a plein de formateurs différents. Et toi, comment tu as vu l'évolution de ton métier? Qu'est-ce que ça a été, toi, à travers ces grands bouleversements, les changements qui ont été les plus fondamentaux pour toi, qui construisent aujourd'hui le formateur que tu es? Alors, les changements fondamentaux, il y en a bon, je vais t'en égrener quelques-uns comme ça, tu pas à m'interrompre surtout. Ouais. Le premier changement, c'est que je me suis retrouvé, à travailler dans un secteur d'activité avec des personnes qui avaient du mal à se libérer, pour la formation, pas toujours d'appétence et puis qui avaient un peu, tu vois, de la vision de la formation, c'était l'école où d'ailleurs elles avaient eu parfois des parcours chaotiques. Et donc pour moi, ça a été un premier sujet, c'est comment je peux leur donner envie de venir? Tu vois? C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai commencé à sortir de ma formation pour remonter un peu en amont sur qu'est-ce qui peut être mis en place pour leur donner envie de venir? Et donc j'ai commencé, tu vois, par des petites choses, toutes simples, hein. À l'époque, j'envoyais un mail, tu vois, avec un audio. Voilà: «Bonjour, c'est Jean-Christophe, je vais avoir le plaisir de vous accueillir en formation. Voilà, il me tarde, ça va se passer comme ça et cetera». Voilà, l'idée, c'était de commencer à humaniser la relation et puis de les rassurer aussi. Donc voilà, pour moi, tu vois, la première rupture, c'était celle-ci, de remonter un peu en amont de la formation. Comment engager les gens? C'est devenu une préoccupation, enfin d'ailleurs ça l'est toujours. Ah oui, c'est un peu ça. Voilà. Donc ouais, ça a été la première. Et puis après, tu vois, j'ai basculé côté aval. Je me suis dit: «OK, voilà, maintenant on les engage un peu mieux, on travaille mieux la formation. Bon, mais et après?» Et après, puis c'est là que j'ai été confronté malheureusement, j'allais dire un marché qui était pas mature. C'est-à-dire que moi je voulais commercialiser, tu vois, une offre de formation avec un accompagnement derrière, sauf que ça répondait pas aux critères juridiques. Bien évidemment, j'avais des clients qui me proposaient régulièrement de déguiser ça en formation, si tu veux, mais Ouais. mais ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait pas encore la maturité nécessaire et donc j'ai bricolé, tu vois, là-dessus, beaucoup au démarrage, et ça m'a amené à un troisième temps qui a été de remonter encore plus en amont, tu vois? De beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux travailler l'analyse de la demande. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, et puis la quatrième, maintenant que tu bosses bien l'analyse de la demande, tu travailles sur l'engagement, tu travailles bien sur le transfert, c'est comment au milieu de tout ça, tu mets le maximum d'ingrédients, j'allais dire pour individualiser. Alors c'est un mot un peu, mais pour pouvoir apporter des réponses à chacun en fonction de leur rythme de formation, de leur goût aussi, tu vois? Voilà, voilà.
nous, on s'était rendu compte que plus la formation était, structurée, encadrée, plus elle était limitante Oui. et du coup, on a beaucoup, nous, pratiqué dans des systèmes où on regardait, effectivement, on leur disait: «Bah, attendez, dites-nous, quels objectifs vous visez, puis laissez-nous faire. Mmh. On va mettre en place des trucs». Tu parles d'accompagnement, l'accompagnement Ouais, est fondamental et la première chose qu'on avait fait, nous, on avait changé le temps pédagogique. ouais. C'est-à-dire, on nous disait: «Bah oui, il faut que les gens, tu sais, ils soient formés, fallait qu'ils aient, je sais pas moi, 35 heures» et Mmh. les gens pensaient que 35 heures, c'était 5 jours consécutifs à 7 heures Ah ouais. et elle a commencé à se dire: «Bon, ben ça serait bien qu'ils réfléchissent entre 2 trucs» et on a commencé à se dire: «Bah, 35 heures, ça pourrait être 5 jours sur 5 semaines», tu vois? Ouais. Et rien que ça, déjà, on a commencé à changer. Alors ça a posé des problèmes, hein, parce que les gens sont pas toujours disponibles, 5 semaines, ça peut être long, et cetera, et cetera. Donc on a toujours été en train de jongler et d'adapter, justement ce temps pédagogique. Et toi, tu as ressenti ce besoin, cette Alors nouvelle mise en œuvre? alors je fais plus que le ressentir si tu veux, parce que, toi, si je fais le lien avec l'évolution du marché dont on parlait, alors pour tout te dire, en 2018, beh, comme un certain nombre de prestataires, j'ai engagé la démarche Calliope que j'ai obtenue. Et à cette époque, j'étais sur, répartition de chiffre d'affaires, tu vois, 80-20. C'est-à-dire j'avais 80 où, je vendais en direct des formations ou de la prestation, tu vois? Mmh. La réingénierie de parcours, la conception de ressources e-learning, des choses comme ça. Et donc j'avais ce fameux 20 qui était financé par des tiers. Et là, tout d'un coup, arrive Calliope et je me suis dit: «Tiens, finalement, il y a une forme de paradoxe qui est en train de s'installer». C'est-à-dire que d'un côté, avec les critères juridiques de l'action de formation, on nous accorde une grande liberté, si je puis dire, Ouais. et on est en train de bureaucratiser, l'approche pédagogique, si tu veux. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a un certain nombre de certificateurs qui demandent le guide d'animation. J'ai pas dit qu'il n'en fallait pas, mais je Mmh. dis juste, il faut pas que le guide d'animation soit contraignant, tu vois? Faut pas perdre de vue les objectifs, c'est tout. Ouais. Après, tu peux changer une méthode, une technique, une progression. Voilà, tant que tu délivres et que tu atteins les objectifs fixés. Et donc je te dis ça parce que, bon, j'avais ce 80-20, j'avais ce petit paradoxe-là qui me pesait. Puis en tant qu'indépendant, moi, j'avais pris des logiciels pour automatiser, mais enfin tout ça, ça vient impacter ton budget. Et Oui. donc je m'étais laissé, 2 à 3 années pour, être à 100 sur, du fonds propre. Voilà. Et donc, Mmh. une fois que l'objectif a été atteint, j'ai quitté Calliope. Ça a été, la première démarche. Et donc là, je me suis redonné une grande liberté. Et deuxième démarche, je m'en donne une de plus pour tout te dire, parce que j'ai créé une nouvelle société là, au mois de juillet avec, Isabelle, qui est une personne d'ailleurs que j'ai eu en formation. Et cette entreprise-là, on sort complètement des critères juridiques de l'action de formation pour s'accorder une grande liberté. Voilà, On voilà. vise l'efficacité opérationnelle, c'est ça? Ouais, on vise l'efficacité opérationnelle et puis vraiment la partie, tu sais, parce qu'on est tous contraints par le temps. Et puis, moi, au début, j'étais un peu, j'allais dire, le formateur militant, tu sais? Alors moi, je suis passionné par ce que je fais et donc j'espérais même faire un formateur occasionnel, tu vois? Un formateur passionné. Donc pourquoi je te dis ça? C'est que j'avais presque peut-être trop d'ambition à leur égard. Et je me suis dit: «Mais attends, ne nous trompons pas, il y a des gens qui vont intervenir ponctuellement. Si déjà on les accompagne pour qu'ils fassent bien, ils voudront peut-être passer la marche suivante», tu vois? C'est ça. Donc, aujourd'hui, on est vraiment là-dessus avec Isabelle, tu vois? Vraiment le côté formation juste à temps et puis j'allais dire juste au besoin. Mmh. Juste au besoin, là, tu vois? On vient de terminer la, formation là qu'on va lancer sur, réussir mes premières animations en école en CFA. Donc tu vois, typiquement, des gens qui sont salariés, qui vont peut-être se mettre en micro-entreprise à côté, qui vont intervenir quelques heures sur l'année. Voilà, pour l'instant, ils savent pas s'ils veulent se reconvertir ni rien, mais on leur donne les clés, même s'ils sont pas rompus à la conception, quelques clés déjà pour leurs animations, pour éviter de tomber dans le tout magistral, ne pas prendre en compte, voilà, les différents profils, et cetera. Voilà, leur donner des petites clés pour démarrer pas à pas, tu vois? Voilà. Pensais à quelque chose là, tu sais, tu parlais tout à l'heure de 80 Mmh, sur toi et 20 sur des fonds mutualisés. Moi, il y a autre chose que j'ai vécu, c'est, on était sur, 80 de prestations, qui étaient des demandes de centres de formation où on intervenait en tant que consultant, en tant ouais, qu'indépendant, en tant que formateur, en tant que concepteur pédagogique et cetera et cetera. Et tout d'un coup, là, on a vu un changement en 2000, nous, ça s'est passé en 2022. ouais. Avant, quand on formait, tu vois, on avait une session, on avait 10 personnes qui venaient se former, qui venaient de centres de formation et 2 personnes qui venaient d'entreprises. Mmh mh. Tout d'un coup, on a eu un changement. On avait 10 personnes qui venaient d'entreprises et 2 personnes qui venaient de centres de formation. Est-ce que tu as vécu ça, toi?
Ouais, je l'ai vécu. Alors, tu me diras quelles explications tu as. Enfin, d'ailleurs, je te laisse la parole si tu veux commencer. Sinon, je vais te dire l'analyse que j'en ai, moi. Bah, j'aimerais bien entendre ton analyse. Donc, j'ai vécu exactement la même chose. Alors, j'y vois 2 raisons principales. La première raison, et je refais le lien avec la réforme de 2018. La réforme de 2018, alors je vais le présenter comme ça plaît pas, mais c'est d'abord et avant tout un hold-up sur les contributions des entreprises au détriment des salariés. C'est-à-dire quand tu prends les contributions obligatoires des entreprises, elles sont très largement orientées sur la formation des demandeurs d'emploi, l'alternance, etc. Donc, c'est-à-dire que on a mis l'emploi au cœur du système. Et d'ailleurs, la loi quand même de 2018 ça s'appelle Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc on est sur le côté métier-emploi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que première remarque, c'est qu'il y a beaucoup moins de fonds pour les entreprises. Si Mm. tu prends l'attribution du budget cette année pour les OPCO, pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est 550 millions sur une dizaine de milliards. Donc tu vois, ça pèse très très peu. Et donc finalement, il y a un choix politique qui a été fait, qui a été de dire, il n'y a pas assez d'argent pour former tout le monde, priorité à l'emploi, avec un sous-entendu qui serait, si les entreprises veulent être compétitives, elles vont investir sur la formation de leurs salariés. Alors, ce qui est un pari, Mm. mais donc ça veut dire que ça a une conséquence, c'est que beaucoup d'entreprises qui accédaient à des financements externes et qui ne les ont plus, sont rentrées dans une logique de réinternalisation de la formation. Et donc, comme elles réinternalisent, eh bien, il faut professionnaliser leurs équipes en interne. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de gens qui viennent d'entreprises pour cette première raison. Et puis après, il y en a une deuxième, c'est des gens aussi qui se disent: «Tiens, je vais faire ça en interne et puis peut-être qu'un jour je me reconvertirai». Alors le projet est plus ou moins mature, mais tu vois, c'est ces 2 sujets-là, c'est-à-dire réinternalisation d'une part et d'autre part des projets de reconversion à l'œuvre. Mm. Mais je te rejoins, moi aussi, j'ai de plus en plus de salariés là, tu vois? J'ai une formation de formateur actuellement, j'étais en train de réfléchir sur les 6 personnes qui sont présentes, beh, c'est 6 personnes salariées sur des projets d'entreprise au démarrage. Ah oui, voilà. Voilà. Moi, j'y vois un très gros avantage, c'est que les entreprises ont les plateaux techniques qui Mmh. permettent de valider si on atteint ou pas les objectifs opérationnels. Ouais, Ça, je trouve cette version est beaucoup plus concrète. oui. Et là, je peux donner un petit tips à nos amis formateurs ou formatrices là, qui voudraient se lancer sur ce marché-là. Proposez-leur quelque chose de petit, Mmh. de facile à faire et de facile à évaluer pour eux. Ouais. Utiliser leurs échelles d'évaluation. S'ils n'en ont pas, créez-en une avec eux. Et vous allez vous rendre compte, vous allez faire quelque chose de petit, d'opérationnel, qui va donner tout de suite des résultats et ça va vous permettre d'engager sur des marchés plus conséquents avec vos prestataires entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Moi, c'est quelque chose que je déploie comme une stratégie, parce que tu sais, des fois, ils veulent tout nous faire refaire, hein. On part Oui, de la Terre, on va sur Mars. Écoute, déjà, on va décoller, on va faire le tour de la tour de contrôle, puis on va se reposer, tu vois, ça va être bien, on va voir c'est qu'on n'est ça. pas malade, que ça tangue pas trop, puis on va y aller. Et ça, faut pas hésiter à le faire. Et cette dimension de plateau technique permanent, elle est beaucoup mieux que les ersatz qu'on peut trouver en centre de formation. Et je trouve que la posture des apprenants est totalement différente parce qu'ils font des liens très rapides entre ce Ouais. qu'ils apprennent et ce qu'ils devront faire. Alors, écoute, je te rejoins à 200 et du coup, ça vient d'ailleurs impacter un petit peu, notre approche de la formation, tu vois? Parce que si je prends quelqu'un qui va être formateur dans un organisme de formation et celui qui est formateur interne, les risques auxquels il va être exposé ne sont pas les mêmes Ah non. et donc forcément, ça fait, et d'ailleurs, quand on a le mélange des 2 publics, c'est vachement intéressant, parce que j'allais dire, beh, ceux qui sont en entreprise, on les sort un tout petit peu de la dimension opérationnelle au sens où attention à pas revenir trop vite dedans, on risque de faire à la place des gens. Et puis en même temps, ceux qui vont être en organisme, ils prennent conscience que oui, je suis qu'un moyen. Voilà, perdons pas de vue l'objectif. Donc ouais, non, mais je te rejoins complètement. Mm. On a vraiment cette vision. Et pour nous, ça a été vraiment un changement radical. Bon, effectivement, comme tu le disais, hein, la loi de 2018 a aussi permis aux entreprises de créer leur propre centre de formation, Mmh mh. sans être dépendants des régions. Avant, c'était les régions qui pilotaient ça. Ouais, partie CFA, ouais. Voilà. Donc, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et moi je commence à avoir des sollicitations qui seraient des sollicitations inter-entreprises. Tu vois, une entreprise se sent pas de créer, allez, je vais dire son CFA, si c'est pour faire simple. Ouais, Par contre, 3-4 entreprises se verraient bien mutualiser des fonds et des moyens pour créer un CFA, puisqu'on va retrouver des compétences transversales sur plusieurs entreprises, puis après vraiment des spécificités au métier hein, qui sont. Et ça, c'est peut-être une voie pour les entreprises de développer en interne les compétences de leurs collaborateurs, hein, parce que c'est vraiment ça l'objectif, quoi. mais c'est marrant parce qu'à travers ça, finalement, ce que tu es en train d'évoquer,
c'est aussi l'évolution des marchés et donc l'évolution, quelque part des missions que peut occuper un formateur. Et que c'est-à-dire effectivement quand tu as développé un vrai savoir-faire en matière d'analyse, en matière de conception, d'ingénierie, voilà, il y a peut-être tout un travail, tout un pan de marché à occuper en termes d'accompagnement, heu, parce que tu as raison là, tout évolue. Toi, je lisais un truc là récemment où tu avais quelques prestataires sur la partie digital learning, tu vois, qui disaient, tiens, là, j'ai un petit peu moins d'activité. Mais ouais, mais on a formé tellement de salariés d'entreprise à ce métier que dans la logique de réinternalisation, ils réinternalisent. Mais voilà, encore une fois, des gens qui ont un peu de bouteille là-dedans, voilà, qui ont vécu des projets, voilà, qui se sont plantés aussi, peuvent leur apporter vraiment quelque chose OK, on reprend votre projet petit à petit, comme tu le disais. Voilà, pas aller trop vite, les étapes les unes après les autres Ce qui est important aussi, si vous avez des expériences en tant que formateur, c'est d'en parler. Il faut parler des expériences que vous avez eues, de comment vous l'avez mis en œuvre. C'est comme ça que les gens vont vous trouver. oui, Et par analogie à leurs problématiques, ils vont venir vous dire, tiens, ben, vous avez cette expertise, vous avez essayé ça. Et puis, parlons-en, tiens, parce que nous, c'est notre sujet. Tu vois, ça aussi une façon, plutôt que sur les réseaux sociaux, je sais pas moi, des mecs qui passent du temps à republier des trucs comme quoi telle ou telle technique serait formidable, serait extraordinaire, mais bon, ils l'ont jamais expérimenté. Qui serait formidable, ça serait de dire voilà, ben nous on a fait ça, on a mis ça en place, du coup ça nous a obligés à faire ça, ça et ça, ouais, on a créé ça, on a trouvé des nouveaux partenaires, parce que effectivement on peut pas tout faire tout seul. Eh bien, ça c'est un super moyen pour attirer des futurs clients. Parce que moi, je vois l'autre jour, j'ai une grosse boîte qui m'a appelé en me disant tiens, Laurent, tu as parlé de changement, de viralité, de choses que tu avais mis en place. Est-ce qu'on peut échanger là-dessus? ouais. Et en réalité, c'est sur cette capacité qu'on a d'analyse dans un concept nouveau, de leur amener des solutions et pour leur permettre à eux, après, même en interne, hein, de reprendre le relais et de ravancer. Donc c'est quand même super intéressant de partager ces expériences. Moi, je suis pour un partage de l'expérience, mais l'expérience vécue, la vraie expérience, hein, pas Oui, l'homme qui a vu l'homme oui. qui l'ours, parce que sinon on n'en sort plus. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et d'ailleurs, ce sujet-là, il vaut pour la communication, comme tu disais, ça peut intéresser d'éventuels clients. Ça vaut aussi pour la formation parce que de toute façon, c'est aussi, ce que les gens viennent chercher. C'est pas juste le petit tips technique, c'est ton vécu sur un certain nombre de sujets, voilà, ils vont pouvoir se nourrir de ça et faire leur propre choix derrière donc ouais, cette question de l'expérience, elle est fondamentale. Tu vois, Jean-Christophe, moi, dans une vie antérieure, j'ai appris les métiers du bois Ouais. et j'avais un maître d'apprentissage qui m'avait dit, tu sais, moi, Laurent, je suis ici pour t'apprendre ce qui n'est pas écrit dans le livre. Mmh. J'ai gardé ça parce que je me suis dit, mais vrai, ma mission de formateur, c'est de leur apprendre ce qui n'est pas écrit dans le livre, ils savent lire. Eh ouais. Autant leur contextualiser les choses et les rendre impactantes et leur donner du sens dans leur contexte professionnel. Et c'est vraiment ça, apprendre aux gens ce qui n'est pas écrit dans le livre. Exactement. Ouais, ouais et là, beh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Sur ce sujet-là, du coup, on distingue ceux qui ont pratiqué, ceux qui ont pas pratiqué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a qu'un faucon, et tu sais, quand on a discuté la première fois tous les Ouais. deux, on parlait des faiseux, Oui, 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 de ceux qui font. Eh ben ouais, si, faites des choses, partagez ce que vous faites. Et vous n'êtes pas parfait, dites-vous-le bien. Le fait est toujours mieux que le parfait. exactement et puis, f Laissez-vous là. faire, se lancer et puis accepter de se planter. Beh, tu vois, moi, c'est le sujet d'actualité. Juste avant qu'on se retrouve là, on est en train de concevoir des ressources avec Isabelle dont je te parlais et puis on avait fait des choix, tu vois, pédagogiques et puis là, donc on a plusieurs types de médiatisation et puis là, il y avait une petite vidéo à faire. On était parti sur un choix et puis, hier soir, j'étais là-dessus, j'étais: «Ah putain, non, ça marche pas, ça me va pas» et puis ce matin, Isabelle m'appelle, elle me dit: «Non, mais tu sais, j'y ai réfléchi, bon, on est d'accord, voilà, bon, ben écoute, allez, on refait et puis c'est pas Ouais. grave, vaut mieux fait que parfait», voilà. C'est ça. Et alors, moi, je dis toujours, si c'est chiant à faire, bah, ça va être chiant à regarder. Ouais, c'est ah, je retiendrai ça, tiens, je te Ah l'emprunterai. ouais, parce Ouais. que souvent, tu sais, quand on accompagne des gens à faire des ressources, ils ont des idées, tu sais, tu leur dis faire une vidéo, ils veulent faire Avatar, tu Ouais, sais. je Non, vois. mais simple, les gars. Faites quelque chose de simple, tu vas voir. Et moi, l'autre jour, j'ai un gars, il construisait une ressource, et là, il se grattait la tête et tout. Oh là là, il me dit, oh purée, mais c'est pénible à faire. Ça, j'ai dit, tu sais, si c'est pénible à faire, ce sera pénible à regarder. Ouais. Mais ouais, mais c'est, Donc, ouais, pose-toi bien les bonnes questions, quoi. C'est vraiment ça. Gardez la simplicité, alors, à l'oreille.
Et tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit au début, j'ai changé un petit peu ma méthode, j'envoie un petit audio aux gens pour me présenter, pour créer ce lien, pour créer en vérité cette découverte de l'autre Ouais. avant la formation. Parce que tu sais, tu arrives en formation, tu t'interroges, est-ce que ça va bien se passer? Qui sont? Est-ce qu'ils vont être motivés? Puis eux, Mm. ils se disent, qui c'est le gars qui arrive? Est-ce qu'il va être sympa? Est-ce qu'il sait faire, lui? Ouais, c'est ça. Ils ont quand même des attentes. Et du coup, cette dimension d'intégrer l'autre en amont dans la conception, dans le partage. Moi, tu vois, je rencontre un responsable de formation, il me dit, voilà, on va former telle et telle personne chez nous dans tel sujet, très bien, quand est-ce que je peux les rencontrer? Ah ouais. Et en vérité, on se rend compte que très souvent, l'intention pédagogique est très éloignée de la réalité opérationnelle attendue. Et ça fait partie du travail de l'audit. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. En vérité, il y a ce qu'on te dit, ce qu'on aimerait, et la réalité de ce qui peut être fait. Et il ne faut pas hésiter à ces moments-là à être force de proposition. Et toi, je pense que tu es confronté aussi à ce genre de choses. Ouais, alors je suis confronté à ça et tu vois, il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets là derrière. Le 1er sujet, tu m'autorises à faire participer tes auditeurs là, qu'ils fassent un petit exercice? Ah bah écoute, Ouais. ils sont là pour ça. Bon, écoute, soit ils ont un bout de papier, sous la main, soit s'ils t'écoutent en voiture, ils vont visualiser, un petit triangle, dans ce qu'on appelle le triangle de la performance. On met le P au milieu et puis en bas à gauche, il va y avoir le C comme compétence. En haut, on aura le M comme la motivation et puis en bas à droite, le E comme l'environnement de travail. C'est l'idée selon laquelle je suis performant parce que je suis compétent, je suis motivé et il y a un environnement du travail adapté, je dispose des bonnes infos, des bonnes ressources, du temps nécessaire, etc. Pourquoi je te dis ça? Parce que je fais le lien avec l'analyse de la demande. Si tu veux, moi, je m'autorise maintenant de plus en plus à mes clients à demander, à venir sur le terrain, échanger sur les problématiques de performance qu'ils ont, tu vois, pour qu'on déroule un peu Mmh. la pelote. Et finalement, et je force à peine le trait, hein, quand je rencontre parfois certains managers, ils me disent, ouais, on n'y arrive pas parce que je travaille avec des bras cassés, pas très motivés. Et puis inversement, quand je discute avec les opérateurs me disent, on n'y arrive pas, on n'a pas les bons outils, on n'a pas assez nombreux, on n'a pas le temps. En fait, c'est un réflexe humain, si tu veux, parce que si tu reprends ce triangle, tu renvoies la responsabilité à l'autre, parce que quand le manager me dit, j'ai les bras cassés, pas très motivé, mais il Mmh. me parle de compétences et de motivation, il renvoie à l'individu, et quand les personnes me disent, on a un problème de temps, d'effectifs, tout ce que tu veux, il renvoie à l'environnement du travail et donc au management. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un constat comme ça très empirique que j'ai dressé, mais qui a une conséquence, c'est que du coup, comme souvent dans les entreprises, on veut pas toujours aborder les questions, je vais le dire comme ça, d'environnement de travail, parce que le manager n'a pas toujours les leviers pour agir dessus, et de motivation. Mais finalement, pof, on se retrouve très vite sur la notion de compétence, et comme c'est une notion avec laquelle on n'est pas très à l'aise sur le plan opérationnel, mais on la traduit de suite par formation. Tu vois, donc très vite, on part un peu de travers. Et donc, notre premier rôle, c'est déjà d'étudier, bon, quel est le problème, quelles en sont les causes, est-ce que la compétence est un des facteurs sur lesquels il faut agir, et si oui, est-ce que la formation est une des solutions? Et déjà, tu vois, faut faire ce travail, j'allais dire, de sensibilisation aujourd'hui auprès du client pour montrer pas à pas tout ce travail d'analyse qu'on va faire. Mais pour être sincère avec toi, aujourd'hui, je m'autorise à le faire. Alors pas juste parce que j'ai de l'expérience, mais parce qu'on va dire mon activité me permet de le faire. Tu vois, je me dis, tiens, quelqu'un qui se lance, je vais être un peu trivial, qui a besoin de manger, Mmh. il analyse, il se rend compte que la formation, c'est pas tout à fait la formation. Tu vois, tu fais quoi? Et tu vois, ça pose des vraies questions, des questions éthiques, des questions économiques, des questions. Donc ça nous arrange bien de pas trop regarder parfois, tu vois, ce qui se passe sous le moteur. Tu C'est- vois, j'ai une super anecdote moi là-dessus. Ouais. J'ai un manager, enfin un chef d'entreprise qui me dit, voilà, Laurent, moi j'aimerais que tu accompagnes mes équipes dans le bien-être au travail, dans l'optimisation de la performance, comment faut faire? Bah, j'ai dit, écoute, ouais, je vais voir. J'ai dit, moi, je vais rencontrer les gens. Et pour faire simple, c'est des gens qui travaillent en open space. Mhm. Et lui, il voulait que je lui fasse une formation de team building, tu vois, le Ouais. truc, ça claque un peu sa mère, ça. Et en vérité, ce qu'on a fait, une fois que j'ai eu interrogé tout le monde, les gens me disaient, non mais c'est infernal, on peut pas bosser. Tu sais, dis-moi, dans la journée, j'ai besoin de réfléchir, il y a du bruit tout le temps, il y a du téléphone, les mecs qui se marrent, les gens qui parlent, etc. Et ça, j'arrive pas à me concentrer, du coup, j'emmène le boulot à la maison. Bah, tu Mhm. sais que l'offre de formation s'est transformée par un plan Mhm. qui a consisté à dire, voilà, tu vas prendre un tiers du truc, on va mettre des cloisons, on va mettre des bureaux plus ou moins grands, hein, une salle de réunion, un bureau pour deux, un bureau pour six et des espaces solos. On a réglé le problème avec un agenceur, mais pas avec une formation, hein. Ouais, ouais. Eh Mais oui.
Alors là, on pourrait se dire, ah, il est couillant, lui. On lui demande une formation, il la vend pas. Eh oui. Eh ben, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vendu toutes les autres après. Eh ben oui, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Eh Ouais, et je oui, les ai pas vendues. La grande différence, c'est que mon client me les a achetées. c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, quand on manque un petit peu d'expérience, c'est vachement plus facile quand un client vient t'acheter les trucs. Eh ben oui, Très souvent, tu rentres dans une posture de pacificateur, tu sais, d'évangéliste, et du coup, tu fatigues le gars avec tout ce que tu sais faire, dont il comprend pas la moitié des choses, vu ce qui l'intéresse, c'est le résultat. ouais, Parle-lui de ce que lui, il attend comme résultat. Et là, tu vas voir, ça va être beaucoup plus opérationnel. c'est ça. Mais c'est vrai que parfois, d'abord, j'allais dire, ça demande un tout petit peu de courage. C'est vrai qu'au départ, c'est pas facile, tu vois, Mm. de rentrer du sujet. Alors plus, je sais pas pour toi, mais moi, plus j'avance en âge, plus, Plus c'est facile, moi. voilà, plus tu gagnes du temps, voilà, parce qu'on court tous après le temps. C'est ça. Et donc, mais c'est, ouais, c'est un vrai sujet. C'est un Il y a vrai une sujet. constante. Si on réussit, c'est le client qui a réussi. Si on a échoué, c'est de ta faute. Ouais, c'est vrai Donc, aussi. du coup, moi, j'aime pas quand c'est de ma faute, hein. Oui, comme quoi, même s'il y a des évolutions, comme ça, il y a des choses qui ne changent pas. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. On a dans la formation professionnelle, tu sais, tu parlais tout à l'heure de financement. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui m'interpellent dans ces nouveaux financements. On parle de moins en moins financer l'apprentissage. Toi, t'y vois quel message là qui est envoyé là dans cette actualité? Alors, moi, je te donne ma lecture, mais qui n'est que la mienne, ça n'a pas valeur de vérité, mais tu vois, je vais étayer un petit peu mes propos. Mm, Cette réforme de la formation, si tu veux, quand on l'a présentée en 2018, on disait c'est une réforme systémique, voilà, parce que tout le système était réorganisé avec une répartition des acteurs, parce que l'URSSAF qui collègue, France Compétences, on va dire, qui décide, et puis en dessous, les opérateurs qui gèrent les dispositifs et les dépenses. Bon, tout le monde s'est concentré sur cette réforme systémique, comprendre où est l'argent, comment je vais pouvoir le mobiliser, quels documents il faut remplir, etc. Pour moi, cette réforme, c'est d'abord et avant tout un changement culturel. Alors, à quel point de vue? Du point de vue suivant, c'est-à-dire que depuis la loi fondatrice de 71, on est quand même dans un système où on a fait croire aux gens que la formation, c'était gratuit. mm, Et d'ailleurs, on opérait souvent ce que j'appelle moi de la sélection administrative. Tu vois, j'ai un cousin comme ça à l'époque qui était éducateur spécialisé et il y avait ce qu'on appelait un OPACIF, c'est-à-dire celui qui gérait le congé individuel de formation. Tu savais que tôt ou tard, ton dossier de reconversion serait financé, c'est juste que le dossier, fallait le redéposer tous les ans. Tu vois, donc tu allais peut-être attendre 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et donc, il y a des gens qui abandonnaient en cours de route. Donc, il y avait une sélection administrative parce que le sujet de fond depuis longtemps, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'argent pour tout le monde. Donc, une fois qu'on a dit ça, qui peut financer la formation? Pour moi, tu as trois grands acteurs, hein. Tu as un, l'État et les collectivités. Bon, on va pas rentrer dans le sujet, quels moyens ils peuvent mettre aujourd'hui sur la table sur la formation. mm. Deux, tu as les entreprises, mais si les entreprises, tu prends une partie de leur contribution pour financer les demandeurs d'emploi ou d'autres projets, bon, forcément, ça tique un peu. Et tu as un troisième acteur qu'on oublie, qui est le particulier. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le compte personnel de formation, si tu veux, quand le restant à charge a été mis en place là au mois d'avril, enfin, je l'avais annoncé, quand je dis que je l'avais annoncé, je suis pas devin. Mais quand tu fais un peu d'arithmétique, on dit à tout le monde, vous avez 500, 800 euros par an. Tu vois, je vais prendre 500. Mm, Tu as un peu plus de 25 millions d'actifs du privé, mais les fonctionnaires à part, ils sont toujours en heure. Si mm. tu fais 25 millions fois 500, ça fait 12 milliards et demi. Ça veut dire que chaque année, il faudrait que la Caisse des dépôts, en trésor, elle reçoive 12 milliards et demi, si tu veux. Bon, cette année, elle a reçu, alors je ne vais pas te dire de bêtises, je crois que c'est 1,8 milliard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait depuis longtemps que le CPF, dès qu'un certain nombre de personnes l'auraient utilisé, il n'y aurait pas assez d'argent. Et donc, derrière l'idée du CPF, si tu veux, il y a quoi comme idée? Un, on considère que la motivation est un facteur de réussite, vous allez choisir votre formation. On vous offre une grande liberté, mais derrière cette liberté, on vous donne une responsabilité sur l'usage que vous en faites. Et puis, petit à petit, on va vous amener peut-être à cofinancer. Parce qu'il y a une idée sous-jacente, si tu veux, c'est que si les personnes cofinancent, elles vont avoir un investissement peut-être plus important dans la formation d'une part, et en tout cas, elles vont avoir un niveau d'exigence beaucoup plus élevé. Mm. Et donc, il y a un changement culturel qui est en train de s'opérer. On est en train de faire, comment dire, de mettre en place un système pour que les gens prennent l'habitude de se dire, mais demain, si je dois me former, il faut peut-être que je mette un peu de temps sur la table, il faut peut-être que je mette un peu d'argent sur la table. C'est ça qu'on est en train de préparer. Enfin, ça, c'est la lecture que j'en ai. En tout cas, sur le terrain, je peux t'assurer que quand on est face à des gens qui ont acheté leur formation, qui ont fait un emprunt, Ouais.
qui sont investis financièrement, et tu disais le temps c'est important, réorganiser sa vie de famille, c'est pas rien. Et Ouais, ben ces gens-là, je te jure, c'est pas, ils pourraient être plus exigeants, ils sont plus exigeants. ouais, Ils ont des attentes, ils ont un besoin ouais, identifié du changement que doit provoquer la formation ouais, chez eux. Et du coup, ils investissent, hein, c'est vraiment bien. Moi, je vois ça aussi, le fait de pas rester dans le giron de Calliope. Moi, aujourd'hui, j'ai que des gens qui, entre guillemets, financent leurs besoins de monter en compétences. ouais, Et c'est très réfléchi, c'est très précis. c'est ça. Et du coup, c'est très efficace parce qu'on rentre dans un système où eh ben, l'efficacité prime. Les mesures, là, il n'y a pas de question de, tu sais, je rentre de formation, je suis content, hein. Non, 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 c'est pas je suis content, ça marche. Exactement. Et du coup, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile à vendre parce que les gens l'achètent. Toujours le même problème. Eh Parce oui. que d'un côté, tu essaies de leur vendre un truc, ils se disent, ouais, c'est pas grave, si ça marche pas. J'ai accompagné l'autre jour un copain formateur que j'ai formé qui me dit, Laurent, je comprends pas. Je sais, putain, j'ai l'impression que je sais plus faire. Qu'est-ce qui se passe? Viens voir. Je vais dans sa formation, j'observe les gens, puis à la pause de 10h30, je discute avec eux, tu sais. Ce sont des gens qui sont engagés sur une formation de 6 mois. Il y en a 12. Sur 12, il y en a 10 qui veulent pas faire le métier pour lequel ils sont en train de se former. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jamais vous êtes. Ah ben c'est ma conseillère Pôle Emploi, enfin France Travail, qui m'a dit que ça serait bien pour moi. Ben, elle a regardé le besoin en main d'œuvre, hein, le marché en tension, elle dit ben voilà, vous serez ça. Ben, j'ai dit à mon copain, tu t'inquiètes pas, hein, c'est pas de ta faute, hein. Les gens ils veulent pas faire le métier pour lequel tu les formes. Faut pas rêver. Et là Eh on oui. a des vrais paradoxes. Eh ben, des paradoxes, il y en a plein. Moi, déjà, la formation, c'est pas une baguette magique. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant, oui, oui, tu vois, tiens, il y a pas longtemps, je m'amusais à me faire une petite liste. Tu vois, j'ai commencé comme ça les paradoxes de la formation. Voilà. Ah, Mais, euh, euh, mais, euh, mais oui, tu vois, le premier que je me notais, c'est-à-dire que alors, j'ai été sollicité, là, pour te dire, par une grande entreprise sur la mise en place d'un parcours. Bon, tout démarrait bien jusqu'à ce que tu vas comprendre. La responsable formation, et attention, je comprends ses contraintes. Elle me dit, mais alors attendez, nous, on a une partie des gens qui sont en télétravail. Alors, elle est hybride, si tu veux, un peu de présentiel, un ouais. peu de distanciel. Donc, OK, sur les classes virtuelles, on peut s'arranger, mais alors le présentiel, alors entre ceux qui posent le mercredi, ceux qui posent le RTT, le télétravail, on est contraint, etc. Et donc, alors qu'elle est intimement convaincue, si tu veux, qu'il faut qu'on mette en place un parcours avec des temps comme ça réguliers pour qu'ils aient aussi un travail intermédiaire, une mise en application, qu'on fasse des retours d'expérience, etc. Bon, mais entre le projet et la proposition de planning, mais la Ouais. proposition de planning, c'est une journée de classe virtuelle en continu, 3 jours d'un mardi à un jeudi, et puis une deuxième classe virtuelle de 7 heures, si tu veux. Ah, bien sûr. Et voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, toutes les études démontrent, si tu veux, voilà, on va pas revenir sur la courbe avec les mingos, etc. Tu vois, ça fait quand même quelques dizaines d'années, pour pas dire siècles maintenant, du coup, qu'on sait que les apprentissages ont besoin d'être espacés dans le temps, qu'il faut de la répétition. On sait cela, mais nos contraintes d'organisation et dans la vie des entreprises fait qu'on peut pas toujours le mettre en œuvre. Et c'est là où moi, le marché du particulier, il m'intéresse, si tu veux, parce que d'organiser sa vie, ça peut être difficile. Par contre, une fois que tu acceptes les règles, tu peux créer des conditions, tu vois, vachement facilitatrices, quoi. Alors ça, Voilà. ça aussi, le marché du particulier, puisque tu viens dessus, Ouais, ce marché, il est énorme. ouais, Les gens, vous seriez surpris de l'argent qu'ils dépensent et des thématiques sur lesquelles ils se forment. C'est incroyable, hein. Et du coup, c'est intéressant parce que ça échappe à tout règlement, à toute. Tu vois, aujourd'hui, tu as des tas de gens qui font de la formation. J'en vois beaucoup, moi, dans les hologues et les apeutes. ouais, Et résultat des courses, les gens font de la formation, ils sont pas formateurs, ils n'ont pas de NDA, mais ils vendent de la formation à tour de bras. ouais. D'abord, ils savent pas qu'ils sont dans l'illégalité parce que bah, c'est quand même exercice d'une profession réglementée sans avoir d'autorisation administrative. Ouais. Donc il y a ce premier truc-là, mais ils vendent plein de trucs. Oui, Des fois, je me dis, j'ai des formateurs qui n'arrivent pas à vendre des sujets de qualité sur lesquels ils ont une expérience, alors que l'autre, enfin moi j'ai eu le cas l'autre jour, je t'en parlais, d'une ouais. amie qui a acheté une formation pour apprendre son chien à être civilisé dans la rue, quoi, à marcher dans la rue sans sauter sur tout ce qui bouge. Ouais, Eh mais, ben, mais en vérité, elle règle un problème. alors, mais j'allais y venir, si tu veux, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont, tu as dit une chose, tiens, sur laquelle je vais rebondir aussi. Donc, deux choses. La première, ces gens-là qui viennent pas du tout du milieu de la formation, donc ils viennent, j'allais dire, avec une lecture hyper naïve. Donc, mon client, est-ce qu'il a un problème? Est-ce que je peux l'aider à le régler?
Et finalement, quand on disait que la formation n'est qu'un moyen, ça repositionne au bon endroit. Donc ça, c'est le côté positif. Bon, le côté négatif, tu l'as dit, ce sont pas des formateurs. Donc effectivement, les infopreneurs, où c'est une succession de vidéos en ligne, bon, il y en a un paquet maintenant. Néanmoins, tu vois, je trouve qu'il y a un vrai sujet là-dessus. J'avais 2 remarques. La première, je vois régulièrement, tu vois, sur les réseaux, ouais, mais les autres, c'est des infopreneurs, c'est pas des vrais formateurs, etc. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec ça? D'abord parce que j'ai vu des infopreneurs qui sont clairs sur l'objectif visé, qui te proposent un vrai parcours d'apprentissage. Alors certes, les séquences ne sont pas très variées, si tu veux, sur le plan méthodologique, mais tu as un vrai parcours bien construit. On t'amène d'un point A à un point B, avec des petits exercices, toi, un petit peu de réflexivité au milieu. Je trouve que pour des gens qui n'ont pas été formés à la conception, tu vois, c'est plutôt pas mal. Et inversement, je vois des gens qui se prétendent formateurs. Bon, on pourrait parler de leur conception, tu vois. Donc, Mmh. donc pour moi, c'est pas une question de nom, voilà, c'est une Ouais. question plutôt d'approche et de compétences. Et puis après, tu soulèves un sujet, et ça va falloir que l'État le règle, si je puis dire, c'est que le NDA, c'est pour devenir organisme de formation. Et donc, si je suis formateur indépendant, je suis aussi organisme de formation. Et à ce titre-là, pardon, je vends des prestations de formation professionnelle. C'est Alors ça. là, c'est vrai qu'ils utilisent le terme formation, mais ils disent pas formation professionnelle, tu vois. Ah oui. Alors ça engendre un malentendu, mais c'est là que ça va se jouer, tu vois. C'est-à-dire que, mais regarde, moi, je fais le lien avec ma propre activité, hein. C'est-à-dire, j'ai des activités de formation professionnelle, j'ai le NDA, et à côté de ça, on développe aussi des offres avec Isabelle, où on sort du système, il n'y a pas besoin du NDA, et si je prends les critères juridiques, ce n'est plus de la formation professionnelle. Pourtant, Tout je à fait. crée bien les conditions pour que les gens apprennent, tu vois. Ouais, Voilà, tout à fait. ouais, tout ça, ça bouge, et le marché du particulier, ouais, grandit, et je pense, va continuer à grandir. Bah, il suffit de regarder ce qui se fait aux États-Unis, hein. Ouais. Tu sais, moi, des fois, tu sais, plutôt que de faire des prospectives dans le vide, je regarde ce qui se fait ailleurs, parce que, en général, ça nous arrive Ouais, dessus. ouais. Et c'est intéressant de voir un marché de la formation au Canada, aux États-Unis, qui est pas du tout financé et abreuvé de fonds publics comme Mmh, nous, mmh hein. mh. Ça Oui, et ça existe et ça marche, hein. Par contre, après, bon, ils ont d'autres problèmes. Ils sont moins avancés qu'on croit sur la mise en œuvre, en vérité. oui. Quand tu échanges avec eux, tu te dis: «Ah ouais, vous faites pas ça. Ah non, vous faites ça. Ah ben ouais, ben il y en a qui ont essayé, ben ça marche pas là». C'est pratique comme nous. Mais oui, parce que ouais, c'est vraiment des marchés complètement différents. Le marché du Complète travail est différent. Ouais, Donc du coup, déjà. puisque le marché du travail est différent, quand tu peux être, licencié sans qu'on t'explique pourquoi du jour au lendemain, que tu es payé à la semaine, bah, c'est plus pareil, hein. C'est plus, Exactement. quelque chose d'empirique où tu commençais à travailler, quand tu avais 16 ans et tu en sortais à 62 ans, quoi. Non, Oui, les mais choses ouais, mais mais parce ça que évolue aussi chez nous. ouais, mais parce qu'il y a un sujet, tu sais, regarde là, alors je sais plus de quelle année il date, là, quand il y avait eu ce gros rapport là, de la Communauté européenne. Alors j'ai plus l'intitulé exact, si tu veux, où il y avait lifelong learning. Et très vite, moi j'avais un copain qui avait dit, tiens, mais c'est marrant, il y a une erreur de traduction, parce que là on avait parlé de formation tout au long de la vie. Et il disait non, lifelong learning, c'est pas la formation tout au long de la vie, c'est d'abord à travers le ING, j'allais dire, il y a la dynamique, c'est plutôt la dynamique d'apprentissage, donc c'est apprendre tout au long de la vie. Donc tu vois, ça renverse les choses. Alors c'est vrai que quand tu regardes les marchés nord-américains, pour un certain nombre de personnes, en tout cas, la question n'est pas juste de se former, c'est plutôt comment je me forme, comment j'apprends. Mmh. Comment je me forme, comment j'apprends, c'est aussi en dehors, j'allais dire, du système institutionnel et des organismes de formation. Tu vois, on apprend tous au quotidien. Tu vois, voilà. C'est juste que ils pensent leurs apprentissages, j'allais dire. Oui, oui, Voilà. tu sais, moi j'ai une de mes filles, enfin pas une de mes filles, la plus jeune de mes filles, qui un jour me dit, «Papa, pourquoi, l'école, c'est pas comme sur YouTube? Au moins, on pourra apprendre plein de choses». Ça fait pleurer. Tu dis: «Merde, c'est quelque chose de très passif» et elle, elle trouve qu'il y a de meilleurs résultats qu'à l'école. Eh Voilà. oui. Ah oui, oui, bien sûr Et en vérité, elle a l'exemple, elle a le modèle. Elle est dans un métier qui est la coiffure, elle apprend la coiffure. ouais, Elle apprend beaucoup en apprentissage, elle veut toucher du cheveu, en vérité. Elle dit ça: «Moi, j'ai besoin de toucher du cheveu», elle me dit. ouais, ouais. Mais elle me dit, dès que je veux voir des choses innovantes, elle a une veille énorme sur ces réseaux-là, réseaux vidéo, pour regarder des techniques, des outils, des nouvelles coupes, des pouf. Eh ouais, mais oui. Et ça, c'est super important. Mais ça, jamais personne lui a dit, tu sais que tu devrais aller regarder là-bas comment ils font, hein. Eh ben oui, parce que c'est rassurant de se dire que les gens ont besoin de nous. Bah ouais, mais en vérité, si toi Ouais. aussi tu es à la pointe de t'imagines aujourd'hui, toi, si tu parles pas de classe virtuelle, si tu parles pas de digital, si tu fais quoi? Ouais, mais c'est marrant parce que ça pose la question de quel est notre rôle. Alors moi,
je saurais pas mettre un nom dessus. Je suis pas là pour former les gens. D'ailleurs, ils se forment par eux-mêmes. Mon job, en fait, c'est de créer les conditions d'apprentissage. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça mon job. Et créer les conditions d'apprentissage, c'est y compris les orienter vers des choses que j'ai pas créées parfois. Enfin, tu vois Ouais. ce que je veux dire, ouais, c'est-à-dire, Tu vois, moi, c'est marrant, ma définition, c'est créer des environnements propices aux apprentissages. bah voilà. On dit exactement la même chose, en tout Mais cas. ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Et Et tu vois, c'est intéressant parce que l'autre jour, j'avais repris une thématique de Marcel Lebrun qui était oui, J'enseigne, mais apprennent-ils. oui, Et du coup, c'était assez intéressant parce que j'expliquais à un parterre de formateurs que enseigner, c'est fatigant. mm, Le résultat se mesure dans ce qu'ils apprennent, autant les laisser apprendre. C'est plus facile. exactement. Et là, changement de paradigme. Tu Oui, maîtrises plus les choses, c'est à leur rythme. Et, mm, et toi, en vérité, tu es là pour faire la jonction. Tu sais, je leur disais, en vérité, vous êtes déjà tout. Vous avez le gravier, vous avez le sable, vous avez le ciment. Ben, moi, je suis l'eau. eh Voilà, oui. je viens allier le truc, tu vois. Bah, écoute, c'est une belle image, je te rejoins, mais complètement. Et tu vois, quand on parle de l'évolution du métier de formateur, souvent il est abordé aujourd'hui sous l'angle techno, à travers les modalités, Ouais. à travers les outils. Et je trouve que le vrai sujet, il est là. Si tu m'autorises une anecdote, je faisais un jour un audit de fond de salle. Voilà. Alors bon, c'était pour un organisme de formation, si tu veux, et donc je passais comme ça de salle en salle. Alors les formateurs étaient prévenus. Écoute, j'ai assisté à une scène. Il y a une formatrice. Alors vraiment la formatrice détentrice du savoir avec sa position haute de sachante, etc. Bon bref, elle faisait son cours, voilà, enfin elle faisait son cours. Il y avait et des apprentis et des adultes, en fait, c'était mixé. Et à la pause, si tu veux, j'en avais eu un qui était assez fermé, je vois qu'il s'oriente vers la formatrice, alors je suis discrètement, tu entends dans l'oreille, il lui explique très gentiment qu'il est possible qu'il ne reste pas cet après-midi. Donc elle lui dit, ah bon, mais vous avez un impératif, et toi, elle le questionne. Il lui dit: «Non, mais madame, je resterai le jour où vous m'apprendrez plus de choses que Google». Oh, c'est moche. Ah ouais, ouais, non, mais là, si tu veux, voilà, Ouais, c'est ça. il a taclé de plein fond. Elle lui dit: «Oui, mais sur Google, vous savez pas si c'est vrai, si c'est juste». Elle lui dit: «Mais après tout, ce que vous me dites, je sais pas si c'est si c'est vrai, si c'est faux, si c'est juste non plus», tu vois? Il lâchait pas le morceau. Par contre, elle a eu l'intelligence de lui dire, «Bon, mais qu'est-ce qu'il faut changer?» Ah, Voilà. ah bah Et voilà. Mais ouais, parce qu'il lui dit: «Si c'est comme Google, j'ai pas besoin de venir, je le fais quand je veux». Voilà, Mm. maintenant si on me posait autre chose, on va en parler. Alors, il lui avait pas présenté comme ça, si tu veux, mais il avait une attente, toi, un petit peu sur qu'elle fasse bouger ses méthodes et ses techniques. Et je crois que les vrais sujets sont là, sur la posture du formateur. On l'a très très vite ça. L'autre jour, j'ai assisté, tu sais, j'ai piloté une école dans le digital et j'ai Ouais. assisté à une partie de formation sur des community managers. Et, Mmh. et on avait un gars qui venait, qui avait une agence de com, tu sais, il arrivait avec son Mmh. super Q7 et tout, machin. Et puis, à un moment donné, il y a un des étudiants qui lui dit, enfin, vous savez, monsieur, si vous êtes venu nous expliquer que pour les réglages, il faut cliquer sur la roue crantée, c'était pas la peine de faire tout ce chemin, hein. Eh ouais. Boum! Ah, Boum. et là, à la mi-temps, là, le gars, je lui dis, «Bon, ben, je crois qu'il va falloir revoir deux trois trucs, hein, votre côté Eh ouais. opérationnel, il va falloir que vous rentriez dedans un peu, hein». Bah, en Ouais. vérité, il en avait pas de côté opérationnel parce que lui, il était, entre guillemets, «le chef», mais pas l'opérationnel. Je dis: «Bah, le mieux, ça serait que vous envoyiez un gars qui sait faire». Eh oui. Mais les sujets de fond sont là et ça bouleverse tout. Tu sais, moi, je viens d'une famille nombreuse. Avec mon plus jeune frère, on a plus de 25 ans d'écart. Alors moi, quand j'avais démarré à la fac, tu vois, j'assistais aux cours, donc j'écoutais des profs. Il y en avait qui étaient passionnants, Mmh. mais tu vois, c'était une époque, tu y allais, tu avais le sachant, tu écoutais, tu prenais tes notes, etc. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que quand mon plus jeune frère, 25 ans après, lui est arrivé à l'université, ben, il choisissait ses cours, si tu veux, et surtout, il s'arrangeait. Il y en a un qui suivait, tu vois, qui faisait une synthèse pour les autres, et puis ils allaient voir les profs. Non, monsieur, vous voulez pas vous enregistrer en vidéo ou donnez-nous votre PDF, on va le lire, et si on a des questions, on viendra vous voir après. C'est Tu ça. vois? Donc, voilà, encore une fois, quel est notre rôle? Mais j'aime bien ton image de l'eau là, ce liant là comme ça, c'est, Oui, parce que tu sais, il y a plein de quand tu réfléchis à ça, au début, je me disais: «Ça dépend comment c'est mélangé, mmh ça dépend les dosages et en plus l'eau, tu noies pas le truc». Tu ouais, vois? ouais, ouais. Tu c'est toujours du dosage en vérité. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que la métaphore est simple et du coup, c'est soit tu en mets trop, soit tu en mets pas assez, ça colle pas, soit ils ont mal malaxé leur truc, tu vois? En vérité, c'est de la co-responsabilité Ouais, mais, et c'est de la tiens, co-élaboration. tu me retires les mots de la bouche parce que derrière ça, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans, quoi.
Et tu vois, enfin, moi, quand je fais des interventions, j'adore les trucs qui sont établis. Ouais, il faut qu'ils soient acteurs de leur formation. Un jour, Mmh. j'ai discuté avec un responsable de centre, il me dit: «Ouais, je veux qu'ils soient acteurs de leur formation». Ah ben, je dis: «Si vous le permettez, je vais faire en sorte qu'ils soient agents de leur formation». Il me dit: «Ah bon?» «Bah oui, parce que je dis: «C'est très facile de venir jouer un rôle». Et ouais, Ah, et c'est ouais, de l'acting, t'es pas. Tu sais, moi, je peux pleurer, je peux rire, je peux faire la brute, le bon ou le truand, hein, je peux faire celui que tu veux. Par contre, si je suis obligé de produire des trucs, d'être agent de ce qui se produit, bah, ouais, c'est plus la même histoire. Et ouais, du coup, il a fallu que je lui explique, parce qu'il savait pas ce que ça voulait dire. Agent, mais je comprends pas. Bah, agent, et ouais, ouais. il fabrique, il co-construit, il élabore. Ah bon? Ah, vous croyez qu'ils vont le faire? Il me dit. Ah ben, Ouais. j'ai dit: «Moi, si on me laisse le choix entre participer ou écouter de façon passive, je préfère participer, hein». Oui, Et d'ailleurs, je lui disais: «Vous savez, dans ma conception, pédagogique, moi, si j'ai 1 heure, je considère que si j'ai 1 heure d'intervention, il y a 40 minutes pour eux, hein. ouais, Minimum, ouais, minimum 40 minutes pour les activités. Le reste, c'est évaluation, enfin, c'est accueil, présentation du sujet, lancement de l'activité, ouais. évaluation et projection de qu'est-ce que j'en fais et à quoi ça me servira après, quoi. Beh, c'est marrant que tu dis ça, tu vois? Là, ça me fait rebondir sur une chose. J'avais une discussion, il y a pas très longtemps avec le directeur d'un organisme de formation. On a travaillé, en fait, pour lui, si tu veux. En fait, il a une formation, on va dire, c'est une thématique, un contenu qui est dense, qui est obligatoire dans le cadre du référentiel et qui est pas le sujet qui intéresse Ouais, le plus les participants. Et donc la commande, c'était, comment on pouvait me créer des ressources e-learning qui soient distribuées dans le temps, auxquelles ils trouvent un petit peu d'intérêt, tu vois? Avec, qu'on amène peut-être un peu de jeu et cetera. Bon, donc je fais ça parce qu'on lui a fait des propositions et sa première remarque a été la suivante, parce qu'on les fait aussi travailler, puisqu'il y a aussi des formateurs qui vont pouvoir faire du feedback derrière et cetera. Bon, et donc je lui valorise tout ça, on va dire, tu vois, en heures, parce qu'il en avait besoin lui. OK. Mais il me dit: «Oui, mais là, tout le temps de travail qu'ils vont faire, on a le droit de le valoriser?» Et je lui dis: «Mais attendez, quand ils font une formation présentielle, qu'est-ce qu'ils font?» Beh, il y a des interventions du formateur, peut-être pour lancer une séquence. Il est là pour les guider, il travaille. Bon, mais pendant qu'ils travaillent, ils signent leur présence, vous êtes payés, oui. Et là, c'est pareil, ils vont travailler. Bah C'est oui. juste que voilà, mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette vision de se former quelque part, c'est écouter, si je puis dire, tu vois? Et je lui dis, et c'est marrant parce que je lui disais, on a eu une séparation de la formation à distance et présentielle. Non, il faut voir la distance comme une application des grands principes du présentiel. Tu vois, Oui. c'est-à-dire que voilà, tu t'adresses aux gens comme s'ils étaient là, si je puis dire, et puis les enjeux sont les mêmes. Oui, c'est juste la dimension synchrone, asynchrone qui est variable. Exactement, Et du coup, exactement. c'est vachement intéressant. Moi, j'adore écouter des trucs quand j'en ai besoin, tu vois. Ouais, ouais, Moi, depuis des années, je suis inscrit à des formations, je suis inscrit à des gens qui vendent de la formation. C'était Video to Brain, c'est devenu LinkedIn, c'est devenu Eleform, Domestika même, ouais, enfin, bref, tuto.com, enfin tout ce qui traîne. Je ouais, suis inscrit, je cumule et je fais les formations que quand j'en ai besoin. oui. Ah ben écoute, Et du coup, je me dis: «Bon, j'ai ça à faire, bon, ben, du coup, je vais me former en même temps que je le fais» et ça, c'est très opérationnel parce que tu as de vrais exercices à faire. eh bien alors c'est marrant parce qu'on revient, si tu veux, sur le sujet du juste à temps qu'on évoquait tout à Ah bah, l'heure. oui. Et il y a un deuxième point là que ça soulève qui me semble le plus important parce que finalement on est en train de parler de la posture du formateur et puis il y a la question de la posture du participant, j'allais dire. Toi regarde, je vais repartir, aller très en arrière, on va revenir à l'imprimerie. Moi je lis énormément de livres, Mmh mh. mais je lis des livres pro si tu veux, qui sont un vrai outil d'apprentissage, pour moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'abord je fais souvent 2 lectures. Soit une première lecture juste pour me laisser, on va dire, inspirer, tu vois, par tout ce que je lis comme ça. Et puis après je fais une deuxième lecture, qu'est-ce que j'en garde? Qu'est-ce que je vais tester? Qu'est-ce que ça remet en question dans mes pratiques? Donc j'ai une lecture comme ça, tu vois, très apprenante, j'allais dire, du livre. Et c'est vrai que pour moi les sujets de demain, c'est vraiment voilà, le rôle du formateur, tu l'as dit, je reprends ton image, voilà, de l'eau qui semble extrêmement juste. Et puis il y a la question de comment on accompagne les participants, et encore faut-il qu'ils soient au clair sur les objectifs, voilà, et puis qu'ils aient envie de venir, ça commence par ça, mais sur comment ils peuvent créer les conditions eux-mêmes pour réussir, quoi. Cette C'est ça. co-responsabilité dont tu parlais. Ouais, non, mais puis c'est ça, puis c'est eux qui réussissent. Alors pour les aider, il faut, faire de l'étalonnage. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire: «Voilà, on en est où? On sait faire quoi?»
Et une fois qu'on a fait ça, alors ça c'est assez intéressant parce que aujourd'hui c'est obligatoire quand on fait des formations courtes Mmh, d'avoir une évaluation en entrée, une évaluation en sortie. mmh mh. Alors très souvent les gens me disent: «Ah ben ouais, mais nous on sait pas comment faire l'évaluation en entrée», et puis souvent tu sais, c'est un questionnaire complètement décalé de ce qu'on va apprendre ou de ce Oui. qu'on va voir. Moi ce que je leur fais, je leur dis: «Voilà, aujourd'hui vous allez apprendre», je dis n'importe quoi, «à créer, une page web». Mmh mh. Bon ben très bien, les outils c'est ça, le temps de réalisation c'est 1 heure, donc pendant 1 heure vous allez réaliser une page web. Et là, ce qui est intéressant, bah, je sais pas faire. Mmh. Tu as celui qui a fini en 20 minutes. Mmh. Et du coup, c'est très intéressant puisque là, l'évaluation de démarrage, tu l'as et tu l'as Oui. par rapport à quelque chose qui est l'objectif final qu'on vise. Tu peux pas t'écarter. Oui. Et ça, ça a un atout. Au début, moi, je faisais ça pour des raisons techniques. Ouais. Et puis, tout compte fait, je me suis rendu compte que c'était un sacré élément motivationnel parce que les gens, ils disaient: «Ah ouais, mais je savais pas faire, t'as vu? Et puis maintenant, je sais faire». Et du coup, ils te montraient comment ils avaient pas su faire. Ouais, mais tu vois, alors ça, moi, alors là, si tu me lances là-dessus, on va en discuter des heures, Laurent. Mais, c'est intéressant parce que toi, on parlait des paradoxes. Donc le paradoxe de cette réforme qui a remis un peu la pédagogie au cœur du système, quand même, Mmh. et en même temps, la nécessité d'apporter la preuve d'eux, tu vois, à travers Calliope. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'effectivement, moi, je me souvenir, tu vois, comme ça, je me rappelle, j'intervenais, alors c'était, tu vois, c'était les étudiants, là, c'était un master, donc je sors du, mais les jeunes, c'était début d'année. Bon, voilà, écoutez, c'est votre première journée en entreprise. En fait, je leur mettais un cas. Ouais. Voilà, le DRH vient vous voir et vous dit que dans 1 heure, vous devez lui faire une proposition là-dessus. Vous avez accès à Internet, à tout, allez chercher. Et puis après, on refaisait ça, tu vois, pour qu'ils mesurent leur progression. Et puis voilà, tout ce que tu évoquais là. Bon, une fois que tu le faisais ça, j'allais dire avant qu'il y ait l'OPI. Et après, l'organisme, il est intéressé. Tu dis, ah ouais, ça, c'est vachement bien parce que vous êtes dans le sens de Calliope. Mais c'est juste qu'il faut le tracer. Tu vois, et c'est là où on se retrouve à faire des choix entre l'approche pédagogique et la réponse, j'allais dire, à des enjeux administratifs. Et ça se traduit parfois, moi, je vois dans des organismes, par des QCM d'entrée et de sortie, hyper infantilisants, mais il faut juste montrer que il y a eu Ah une ouais, ouais, progression, il y a eu, bon. c'est complètement décorrélé. Et en plus, quand tu travailles l'évaluation avec du quiz, les mecs disent: «Oh ouais, je vais faire un quiz, c'est facile, c'est rapide». Oula, si Ouais, ça doit montrer de façon univoque ouais, les compétences, enfin les compétences, je dirais pas les compétences, ouais. les connaissances visées, je peux Mmh. t'assurer que tu peux le travailler, ton QCM. Hein, c'est quelque chose qui va pas s'envoyer en 3 minutes. Et surtout, si tu pensais le faire en 3 minutes, dégage-toi du temps parce que tu vas avoir besoin de temps. Ouais. Mais ouais, mais parce que là, tu es en train de soulever la question de l'intention, pédagogique. Bon, Mmh. attends, je te raconte une histoire. J'ai mon aîné, pour tout te dire, qui est en alternance. Quand en première année, il était rentré dans l'entreprise. Cette entreprise-là, si tu as tout un parcours d'intégration avec des choses d'ailleurs qui sont vachement bien faites sur la partie formation, et puis tu as aussi, donc des modules e-learning, notamment sur la partie obligatoire. Bon, et donc là, il y a une salle qui est dédiée, donc son manager l'envoie, voilà: «Tiens, tu vas faire les modules», et puis lui dit: «Tu en as à peu près pour 3 heures, donc dès que tu as fini, de toute façon, je te lâche». Alors lui, ce qu'il entend, c'est que plus tôt je finis, plus tôt je rentre, tu vois? C'est Bon, ouais. alors je te dis ça parce que au bout de 3/4 d'heure, il revient. Et son manager dit: «Qu'est-ce que tu fais là, «Mais ça y est, j'ai fini». «Ah non, 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 en plus, faut que tu aies au moins 80. «Non, mais c'est bon, j'ai plus de 80 partout». Et son manager, il dit: «C'est pas possible avec la durée des modules». Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il a fait le premier module. En faisant le premier module, il a vu les QCM, bon, tels que les questions et les réponses Mmh. étaient rédigées. Il s'est dit: «Mais finalement, peut-être que je peux répondre sans regarder, sans suivre le module». Oh Et bah donc oui. en fait, il a cliqué, tu sais, truc clic, 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 clic. Il a enchaîné les QCM et puis c'est bon, il a fait ses 80. Parce que tu sais, tu avais au milieu des réponses absurdes pour orienter les réponses et trucs. Donc son manager, il dit: «Ouais, mais t'as pas suivi». Ah, il dit: «Mais tu m'as dit qu'il fallait que j'ai au moins 80. J'ai au moins 80». Donc la question, c'est quelle est l'intention, toi, que tu mets derrière ta formation? Voilà. C'est ça. Bon. Et donc l'évaluation, voilà, en entrée, en sortie, en Ça, l'évaluation, c'est un vrai sujet. Accompagnement, évaluation, ouais, les 2 parents pauvres, hein. On a oui, mais on oui. a on a toujours affaire là-dessus, tu es sûr que si tu vas là-dessus, et d'ailleurs l'accompagnement en entreprise, je suis content quand tu dis qu'une entreprise, elle a un parcours d'intégration, moi. Oui, oui, Parce que d'habitude, c'est bonne chance. c'est ça. Alors les toilettes, c'est là, manger, c'est là et bonne chance. Alors là, c'est une entreprise d'une certaine taille et en Ouais, plus qui a une vraie politique RH, ouais, c'est bien ça. ouais, Ouais, il y ouais, a une GPEC appliquée, où on va aider les gens à monter en compétences et pas en ayant peur qu'ils se barrent tous les matins.
Ah ben, et pour tout te dire, écoute, quand il était parti sur son alternance, voilà, il avait postulé auprès de 4 boîtes. Voilà, comme il avait un joli parcours scolaire, et puis que c'est un gamin très sociable et tout. Bon, les 4 boîtes, voilà, dire les portes étaient Vous ouvertes. avez envie de le revoir. Voilà, c'est ça. Mais tu avais 3 petites boîtes, la grosse, et une des petites, en plus, avait un poste tout un peu polyvalent, qui touchait un peu à la vente, un peu à la com, un peu le truc. Donc, il était tenté, tu vois. Je lui ai dit, écoute, ça va être Mm. ta première vraie expérience du marché du travail, parce que jusqu'à maintenant, tu vois, il avait fait des saisons dans des trucs d'accrobranche, tu vois, il avait fait des trucs comme ça. Je lui dis, je sais une chose, c'est que tu démarres dans la grosse boîte. C'est plus facile de partir d'une grosse boîte, d'aller dans des petites, que Oui, l'inverse. oui. Et en plus, tu vas apprendre la Ouais, méthode, la ouais, structure, l'organisation. ouais, c'est C'est ça, tout ça, tout c'est ça. ça, voilà. Donc, écoute, donc c'est pour ça qu'il a rejoint cette entreprise-là. Voilà. Dis-moi, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour conclure? Euh, non, mais pour conclure, si tu veux, parce qu'en disant tout ça, on fait peut-être peur aux gens qui veulent aller vers la formation. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un livre, je crois, qui est de Christine Paolini, je ne vais pas te dire de bêtises sur le nom, qui s'appelle Tous formateurs. Et j'aime beaucoup ça parce que finalement, la formation, c'est pas que les organismes de formation. Donc, pour conclure, nous avons tous besoin d'apprendre. Nous, tôt ou tard, on va tous être formateurs. Formateur, ça peut être Mhm. former un collègue, un nouvel entrant, ça peut être intervenir ponctuellement dans une école. J'ai envie de dire, c'est un métier magnifique. Il y a tellement de gens qui s'ennuient dans leur travail, qui sont trucs. Or là, on s'ennuie jamais. En plus, il y a des réformes régulièrement. Tu vois, si des fois tu étais habitué, ils te dévissent un peu le siège, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais franchement, c'est un métier dans lequel on peut s'éclater et surtout, on a la main pour se renouveler. Tu vois, tu peux très bien Oui. faire que du présentiel, après te dire, tiens, je vais me tester sur la classe virtuelle. Enfin, c'est un métier qu'on peut exercer de tellement de manières. Donc, voilà, si vous aimez votre job, que vous avez envie de tester des choses différentes, vous pouvez d'ailleurs garder aujourd'hui votre poste de salarié, commencer à tester des choses dans des écoles, des CFA, etc. Mais allez-y, jetez-vous. Et puis, on est là pour vous accompagner, pas vrai, Laurent? Oui, tout à fait. C'est totalement ça en vérité. On est là avec bienveillance, parce qu'on Oui, a un vrai savoir-faire d'accompagnement ouais, et de manière à ce que les gens puissent vivre des expériences et qu'on puisse les accompagner. exactement. Eh bien, écoute, je te remercie, Jean-Christophe. Je pense qu'on aura peut-être d'autres sujets à évoquer tous les deux. Ah, mais écoute, avec grand plaisir. Écoute, ouais, au-delà du podcast, quoi, je crois que c'est une rencontre, donc je suis à disposition. Je pense qu'on Ouais, on partage un peu la même vision de la formation. ouais. Donc, C'est quelque chose qu'il faut qu'on partage aussi avec nos auditeurs, c'est que, comme tu le dis, les podcasts, c'est une rencontre. Moi, tout au long de ces expérimentations de podcasts, je rencontre des gens que j'ai envie de revoir, avec qui ouais, j'ai envie de discuter. Alors, si vous aussi, vous avez envie de nous revoir, vous avez envie de discuter avec nous, à chaque fois, vous avez nos coordonnées. C'est pas compliqué. Moi, j'ai des gens qui, toutes les semaines, franchissent le pas, me passent un coup de fil, me demandent un truc. Ben, faut pas hésiter, quoi. On parle de formation, c'est ce qu'on aime. Et c'est pareil pour tous nos invités. Faut pas hésiter. c'est ça. N'hésitez pas. Et puis, merci Laurent et bravo pour ton travail. Ah bah écoute, merci à toi et puis écoute, je souhaite une bonne écoute à nos auditeurs et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.